Un autre sujet qui nous occupe, celui de la place du chien en ville. Et on le sait, mais depuis de nombreuses années, il y a pas mal d'études qui ont été faites et qui nous disent aujourd'hui que la présence des animaux à nos côtés, le chien, mais aussi tout autre animal, ça a beaucoup de bienfaits pour la société. Alors si l'animal apporte des bienfaits à la société, je pense que c'est aussi vraiment important qu'on puisse se préoccuper des besoins des animaux. Et c'est le docteur, c'est ma consoeur vétérinaire Fabienne Bedet qui nous parlera de ce sujet. Elle est vétérinaire comportementaliste, pardon. Elle aura l'occasion également d'intervenir sur la question qui, je pense, préoccupe pas mal de monde ici ce soir, des espaces liberté pour chiens, ou l'espace chien maîtrisé, comme on les appelle, entre autres en forêt de soigne, puisque vous n'êtes sans doute pas sans savoir qu'il y a des débats aujourd'hui et que certains souhaiteraient diminuer la place de ces espaces en ville. Personnellement, je pense que c'est une erreur et qu'il faut qu'on arrive à un équilibre entre les différentes fonctions de la ville et la présence des chiens à nos côtés. C'est quelque chose d'important aussi. Alors, quand on parle de chiens en ville, on parle aussi des maîtres, des propriétaires. Et il faut bien dire aussi que parfois, il y en a certains qui font un peu n'importe quoi. D'où l'intérêt de parler ce soir de l'éducation des chiens, mais aussi de l'éducation des maîtres. Et pour ça, on a l'ASBL Godoc avec Madame Élise Lupan et Madame Sophie Van Den Busch qui seront avec nous pour intervenir sur ce sujet. Et alors, pour terminer, je crois qu'on ne peut pas aborder un colloque sur la place du chien en ville sans parler de la question des abandons. Et derrière la question des abandons, il y a la question de la responsabilisation des propriétaires, des personnes qui souhaitent accueillir un animal chez eux. Et la plupart du temps, on constate que ces personnes n'ont pas une bonne information par rapport aux besoins, par exemple, du chien ou de tout autre animal. Donc on a le plaisir d'avoir parmi nous ce soir également le maître Guy Adam, qui est président de la Croix-Bleue et qui nous en parlera tout à l'heure. Alors, pour terminer, on aura évidemment un temps de questions-réponses, puisque ce qui me paraît important, les politiques, ils ont l'habitude de beaucoup parler et de peut-être pas assez écouter. Donc c'est un temps qui nous permettrait d'avoir un débat aussi entre nous par rapport à ces questions. Et ce temps se prolongera par un petit verre de l'amitié, parce que vous voyez qu'on est quand même assez nombreux, et donc si jamais on n'a pas l'occasion d'aborder toutes les questions, on pourra continuer les débats en plus petit comité à la cafétéria du Parlement, avec un verre tous ensemble. Alors avant de céder la parole à Christophe Verbist, qui est le président du Centre d'études de défi, directeur du Centre d'études de défi, qui nous fera un petit mot d'introduction également, et ensuite la parole au ministre, je voudrais remercier évidemment Bernard Clairfailly, notre ministre du Bien-être animal, qui nous fait le plaisir d'être là ce soir, le plaisir et l'honneur même d'être là ce soir parmi nous. Remercier déjà évidemment tous les intervenants sans qui le colloque n'aurait pas pu se réaliser. Alors mes confrères et mes consoeurs, il y en a quelques-uns dans la salle, il y a le docteur Guy Van Emelen qui est entre autres ici, qui est d'Oderghem et qui pourront également répondre à une série de questions, je pense, lors du débat. Tous mes collègues défis présents, il y a Sophie Rohony qui est députée fédérale et qui est très attentive également à la question du bien-être animal. Il y a Grégory Madjen qui est échevin du bien-être animal à Woluwe-Saint-Lambert. Déborah Lorenzino, échevine du bien-être animal à Scarbeck. Et donc ça nous permettra aussi peut-être d'étoffer le débat avec des avis ou des points de vue de mandataires locaux. Et puis bien sûr, vous remercier toutes et tous pour votre présence à ce colloque. Je ne serai pas beaucoup plus long parce que je pense que l'important, ce sont les intervenants. Et donc je passe la parole à Christophe Verbist. Tu dois allumer ton micro. Bonsoir. Vous m'entendez? Voilà. Bonsoir, mesdames et messieurs. Le Centre d'études Jacques Georgin se réjouit d'être à nouveau partie prenante à un colloque organisé par le groupe défi du Parlement bruxellois. Et comme à l'accoutumée, nous mettrons à disposition dans les meilleurs délais un compte-rendu le plus complet possible de ce colloque. Et à l'instar de Jonathan, je me permets également de vous remercier à la fois les intervenants, mais également à toutes les personnes qui sont présentes ce soir et qui soulignent l'importance du bien-être animal dans notre société. Car en effet, aujourd'hui, les avancées scientifiques nous obligent à nous questionner sur nos devoirs vis-à-vis des animaux en général. En ce sens, le bien-être animal s'impose de plus en plus au fil du temps comme un enjeu sociétal majeur au niveau belge, européen, voire international. Consacrer un colloque à la place du chien en milieu urbain, c'est refléter aussi la place des animaux de compagnie dans le quotidien de beaucoup de personnes. À Bruxelles, on compte plus de 100 000 chiens.
Pour démontrer l'importance de cet enjeu en termes de politique publique, le bien-être animal, qui est une compétence régionale au sens institutionnel, est devenu au fil des législatures une attribution ministérielle en bonne et due forme. Je cède donc sans plus attendre la parole à notre ministre chargé du bien-être animal en région bruxelloise, M. Bernard Lerfailly. Madame Bedet. Voilà, bonjour à tous. Je suis venu avec plaisir, non seulement par amitié pour Jonathan, mais aussi parce que la question du bien-être animal, compétence qui m'a été attribuée, a un peu bouleversé ma réflexion politique. C'est une compétence que je ne connaissais pas, parce que comme bourgmestre, je m'en occupais un petit peu de temps en temps, et puis on s'occupait un peu de tout, on est généraliste de tout. Mais c'est une compétence extraordinaire qui vous amène à, comme on l'a dit, repenser notre rapport au vivant et quels sont nos droits, nous, d'êtres humains, à l'égard des droits d'autres êtres vivants que sont les animaux qui nous entourent et ceux qui sont dans notre environnement proche. Et ça pose des questions philosophiques, fondamentales, nouvelles, avec un nouvel intérêt aux droits de ces êtres vivants qui sont autour de nous, et ça pose des questions de droits nouvelles. Et donc c'est un thème en questionnement permanent et en évolution permanente avec une attention populaire de plus en plus grande, donc c'est en fait très très passionnant. Alors on traite des questions comme, je sais pas, l'expérimentation animale, qu'on cherche à faire réduire le plus possible en région bruxelloise avec déjà des résultats. Ça pose des questions comme comment accompagner les refuges qui accueillent les animaux perdus, trouvés, abandonnés. Depuis ce gouvernement, on donne une aide annuelle aux refuges, ce n'était pas le cas auparavant. On a triplé le budget global de l'aide bien-être animal, c'est un tout petit budget, donc le tripler, c'est peut-être facile. Ce n'est pas encore assez, il faudra en faire plus, évidemment. Donc ça pose des tonnes de questions intéressantes, et on a pris l'engagement de repenser les règles de droit qui encadrent notre relation à l'égard des animaux. On va établir en région bruxelloise un code du bien-être animal. On va reprendre l'ancienne loi, certains la connaissent par cœur, il y a des spécialistes ici, l'ancienne loi sur le bien-être animal de 1986 que la région a héritée, qui a été transformée progressivement, etc. Et on va la mettre au goût du jour en essayant d'y intégrer des conceptions nouvelles, des protections nouvelles, des moyens d'intervention nouveaux. Et c'est l'objet qui est en cours de travail pour l'instant avec un bureau d'avocats qui travaille là-dessus. Donc j'espère pouvoir présenter ce texte courant 2023, je ne m'engage pas sur les délais. On va consulter une série d'opérateurs, le Conseil du bien-être animal, les vétérinaires, le Conseil des parcs zoologiques, enfin toute une série d'opérateurs et de spécialistes seront consultés. On a déjà recueilli, l'automne passé, par une enquête, donnez-nous votre voix, plus de 2500 propositions, suggestions du monde associatif, de personnes privées qui sont intégrées dans le travail de réflexion sur le bien-être animal. Alors la question de la place du chien en ville, on l'a déjà évoqué, c'est une super belle question, et moi j'ai des tonnes d'interpellations régulières dans mon travail. On l'a cité, est-ce qu'il y a assez de place en ville pour le chien? Est-ce que la ville est assez pensée par rapport au chien? J'en entends déjà qui répondent non, et je suis assez prompt à partager cette réponse, mais voilà, laissons les orateurs tout à l'heure en parler. Est-ce que les maîtres qui promènent leur chien en ville sont suffisamment attentifs aussi aux soucis des autres usagers de la ville? Quelle est la relation entre le chien et les autres? Parce que la ville, c'est une concentration d'individus, une concentration d'activités, et le chien, dans cette concentration, il a besoin d'être pris en charge d'une manière particulièrement intelligente. En général, le plus mal élevé des deux, entre le chien et le maître, c'est souvent le maître, et donc on nous en parlera tout à l'heure. Voilà, est-ce qu'il y a assez de place pour les chiens en ville? Je disais, un des grands débats maintenant, c'est les espaces de liberté pour chiens. Est-ce qu'il faudra réglementer, légiférer cette question-là, par exemple? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à dire qu'il faut tous les X espaces, sur telle superficie, avoir au moins un espace de liberté pour chiens de au moins autant de mètres carrés? Parce qu'on estime qu'il y a environ 100 000 chiens en région bruxelloise. Quand on regarde la ville aujourd'hui, il est peu aménagé pour le chien. Enfin voilà, toutes les questions passionnantes que vous allez traiter maintenant. Malheureusement, comme j'ai un autre engagement à 19h, je vais devoir vous quitter, mais j'ai tellement d'amis dans la salle que je sais très bien que toutes les bonnes idées de ce soir me seront rapportées. Voilà. Bonne soirée, bon travail.
Merci Bernard. Et donc effectivement, on fera le relais par rapport aux questions. Les membres du cabinet du ministre sont également présents et donc pas de souci, on répondra à toutes les questions d'ordre plus politique. Et je propose de tout de suite accueillir le docteur Fabienne Bedet qui va nous parler des bienfaits et des besoins liés à la présence du chien à nos côtés. Bonsoir à toutes et à tous. Je tenais quand même à remercier mon confrère Jonathan de Batoul pour l'invitation. Je suis très honorée. Donc ici, ce soir, je voudrais en fait vous donner une vue d'ensemble, insister quand même sur certains points qui me semblent incontournables et fondamentaux pour nourrir une réflexion, pour qu'on puisse mener à bien des actions qui soient sensées et qui soient concrètes, pour que la cohabitation soit la plus harmonieuse possible entre le chien et les humains. Alors pour comprendre notre lien et notre attachement au chien en tant qu'humain, je pense qu'il faut faire un bref rappel sur le processus de la domestication. Donc il y a un consensus qui dit que le loup gris, donc Canis lupus, est à l'origine du chien, mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le chien actuel n'est pas du tout un loup. Il y a en effet à peu près 15 000 ans de domestication, d'évolution, de sélection entre le loup et le chien tel que nous le connaissons. Donc 15 000 ans de domestication, plus ou moins, ça fait quand même une fameuse histoire commune. C'est assez long, on s'est influencé l'un l'autre, on a fait des sélections et donc on a aussi fait énormément de collaboration entre les deux espèces. Pour bien comprendre, et si on veut avoir un exemple pour illustrer ce qu'est la domestication, alors sur 15 000 ans, là ça va être raccourci sur 20 ans, donc c'est ce que l'on appelle l'expérience de Believ. Donc au départ, ce sont des renards qui sont sélectionnés pour leur fourrure, donc ce sont des renards argentés qui sont très sauvages et qui posent de gros problèmes au niveau de l'abord du renard par notamment les soigneurs. En plus, ils ont un taux de reproduction qui est relativement faible. Donc Believ s'est dit, tiens, je vais essayer de repérer tous les caractères d'apprivoisement, donc je vais prendre les plus dociles et je vais les croiser entre eux. Et je vais voir un petit peu ce que ça donne. Alors très rapidement, entre 6 à 7 générations, ce qu'il a observé, c'est qu'en effet, il avait des comportements d'animaux beaucoup plus dociles, beaucoup plus type apprivoisé, mais il y avait aussi des modifications physiques. Donc au lieu d'être argentés, les renards devenaient noirs et blancs. Ils avaient des traits juvéniles encore très marqués. Il y avait un taux de reproduction assez élevé. Donc c'est quand même intéressant de voir cette expérience pour bien comprendre l'impact de la domestication sur nos espèces. Alors je vous ai mis quelques chiffres. Donc dès 1850, on a commencé à développer et à créer des races canines. Actuellement, donc, ce sont des valeurs qui datent, des chiffres qui datent de 2020. Il y a à peu près 344 races reconnues par la Fédération cynologique internationale. Il y a encore beaucoup de races qui sont en attente d'accréditation. Le nombre de chiens en Belgique, donc là c'est les données d'Ogaidi, mais de 2020, avec le Covid ça a dû faire un bond. Donc on est à plus de 2 500 000 chiens identifiés, enregistrés. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a encore toute une partie de la population canine qui n'est pas identifiée et qui n'est pas enregistrée. Le nombre de chiens à Bruxelles, en 2021, il y en avait plus de 89 000. Et donc ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a eu un sondage qui a été fait et on s'est rendu compte qu'en Belgique, un ménage sur 4 avait un chien. Et ce qui est aussi intéressant dans cette étude-là, c'est qu'en interrogeant les propriétaires de chiens, 7 propriétaires de chiens sur 10, s'ils en avaient l'occasion ou la possibilité, ils partiraient travailler avec leurs chiens. Donc cela, évidemment, nous amène à exposer les bienfaits de la présence du chien à nos côtés. Alors, depuis très longtemps, il y a énormément d'études qui montrent en effet qu'il y a des effets tout à fait positifs, tant sur notre bien-être physique que psychique, que le bien-être en général de l'humain. Mais par exemple, pour les enfants, on sait que la présence du chien va améliorer
son développement socio-émotionnel et ses capacités cognitives. Donc, on va pouvoir utiliser ces effets positifs dans un contexte d'éducation. Et il y a des études qui montrent, donc Hatcher a démontré que, par exemple, dans une école, avec un chien évidemment relativement sage et des enfants qui n'avaient pas peur des chiens, les enfants avaient des facteurs physiques de stress bien moins élevés qu'un autre enfant sans chien, quand il devait par exemple lire un texte à haute voix. On a fait la même expérience dans des cabinets médicaux avec des pédiatres, et là l'anxiété des enfants diminuait aussi très fort. Évidemment, par rapport à l'enfant et le chien ça peut être un confident pour l'enfant. Je pense aussi qu'il y a un point important, c'est que ça lui apprend le respect d'un autre être vivant et le respect d'un être vivant qui fonctionne différemment de lui. Et je pense que c'est un bon apprentissage. D'autres études montrent aussi qu'on a clairement une amélioration de l'humeur chez l'humain quand il est en contact avec des chiens. Si on ajoute à ça l'effet apaisant et relaxant de la caresse, quand un humain caresse un chien ou gratouille ou passe ses doigts dans la fourrure, ça provoque chez l'humain vraiment un apaisement assez clair. Et donc, en utilisant ces capacités-là, on a pu développer ce qu'on appelle maintenant la médiation animale et qui se développe très fort. Donc la médiation animale, c'est quoi? C'est on met des animaux sélectionnés qui sont éduqués avec des personnes qui ont besoin de soins particuliers. On essaye de provoquer des interactions positives entre l'animal et le patient. Pour ce genre de technique, évidemment, il faut très bien connaître les chiens. Donc il faut très bien les sélectionner, il faut très bien les éduquer, et il faut surtout respecter la capacité de ces chiens à supporter le contact et à supporter aussi la masse de travail. Donc les chiens aussi se fatiguent au travail. Un point important. Évidemment, avoir un chien, ça ça pousse les gens à aller se promener, et on sait le bienfait des promenades. Donc il y a aussi des études qui ont montré que promener son chien, ça permettait de diminuer les risques d'apparition de maladies cardiovasculaires, d'apparition de l'obésité, de l'apparition du diabète. Il faut rappeler quand même que les instances médicales humaines préconisent 150 minutes d'exercice modéré par semaine et par humain pour essayer de diminuer l'émergence de ces pathologies. En plus, le chien est un facilitateur de la communication sociale. Donc il y a aussi des études qui ont montré qu'une personne se promenant dans un parc avec un chien va avoir beaucoup plus de relations sociales que la même personne se promenant dans le même parc sans chien. Alors je ne voulais pas non plus oublier tous les bienfaits que le chien peut nous apporter, notamment en chien guide, en chien d'assistance pour la personne handicapée, qui va permettre à la personne handicapée de pouvoir pouvoir récupérer une certaine autonomie. Il y a évidemment les chiens de secours, donc les chiens d'avalanche, les chiens qui vont faire du sauvetage en mer et qui sauvent des vies. Il y a les chiens des policiers aussi, qui peuvent donner un sentiment de sécurité. On a les chiens renifleurs, alors on en a parlé pas mal avec le Covid, mais ces chiens, on les entraîne aussi pour pouvoir détecter certains types de cancers que l'imagerie, par exemple, ou les examens médicaux n'arrivent pas encore à détecter. Le chien les détecte. Et c'est la même chose pour les tests que l'on a fait, notamment pour repérer les personnes les personnes Covid positives, notamment dans les aéroports ou dans les grandes foules. Je voulais quand même toucher un mot au niveau des chiens et des SDF, parce que je pense que c'est une problématique qui est importante. Il faut savoir que les SDF, quand ils ont des chiens, c'est aussi pour leur donner chaud. C'est aussi pour se protéger de la violence urbaine. Mais ce chien va permettre aussi aux acteurs sociaux de pouvoir rentrer peut-être plus facilement en discussion et en dialogue avec la personne qui est sans domicile fixe. Alors tout ça, voilà, on a vu tous les bienfaits d'avoir un chien à nos côtés. Et donc maintenant, on peut peut-être se poser la question, et nous, quels sont nos devoirs et comment est-ce que l'on peut accueillir un chien?
Alors tout d'abord, avant d'accueillir un chien, je pense qu'il faut se poser vraiment des questions fondamentales. Tout d'abord, un chien, c'est un être vivant, donc un être sensible, doué d'émotions, et c'est une responsabilité. On s'engage vraiment. C'est vraiment super important de bien comprendre ça et de bien réfléchir à ça. Alors, où c'est qu'on va aller le chercher? On peut l'acheter, on peut aller en SPA, ça on en discutera plus tard. Mais c'est surtout cette prise de responsabilité, cet engagement qui est important. Après, il faut aussi se dire, voilà, je vais avoir besoin de temps, surtout au début. Donc j'ai besoin du temps pour l'éduquer, pour l'accueillir, pour trouver ma place avec lui. Donc tout ça, ça prend, c'est très très chronophage. Il me faut aussi un espace, un certain espace. Alors là, le gros avantage, c'est que l'espèce canine se décline dans toutes les tailles que l'on peut imaginer, donc du plus petit au plus grand. Et donc ça, on peut encore facilement s'adapter. Il faut penser au budget. Donc le budget, c'est non seulement l'achat du chien, c'est l'alimentation du chien, c'est aussi les soins, c'est éventuellement les assurances, c'est tous les accessoires. Donc tout ça, ça rentre aussi en ligne de compte. Et puis alors, il y a aussi la question de l'organisation. Qui c'est qui va aller promener le chien? Alors quand il fait beau, tout le monde est là. Mais quand il pleut, quand il fait froid, si on part en vacances, qu'est-ce qu'on en fait? Il vient avec nous, il ne vient pas avec nous. Donc tout ça, c'est vraiment des questions importantes, des interrogations qu'il faut... nous, dans nos cabinets vétérinaires, on aborde ça très régulièrement avec les futurs propriétaires d'animaux. Alors je pense aussi que pour respecter, il faut connaître. Et pour connaître, eh bien, il faut bien comprendre que le chien, il ne vit pas tout à fait dans le même monde que nous. Donc c'est-à-dire, on appelle ça l'humanoïde. Donc on perçoit le monde à travers nos organes des sens, et les organes des sens des chiens, ils sont très différents de les nôtres. Donc par exemple, le toucher chez le chien, il n'est pas tellement important, sauf au niveau des vibrisses. Donc il va y avoir aussi parfois des conflits lorsque l'on va vouloir un petit peu trop enserrer les chiens, trop toucher les chiens. Il y a des chiens qui ne vont pas apprécier. Donc il faut respecter ça. Au niveau de la vision, nous, notre vision, notre champ visuel, il est à peu près 280 degrés. Chez le chien, c'est 250 degrés. Donc il va y avoir des choses que nous, on ne va pas percevoir tout de suite. Il va être beaucoup plus sensible aux gens ou aux choses qui sont en mouvement, plutôt que des choses qui sont assez fixes. Alors le chien voit les couleurs, mais le spectre des couleurs, de la vision des couleurs, est un petit peu décalé. Au niveau de l'ouïe, alors l'ouïe n'est pas tellement étudié chez le chien encore actuellement, mais on sait qu'ils peuvent entendre des sons de 50 000 Hz, à peu près de cette fréquence-là. Nous, c'est 20 000 Hz, et très rapidement, ça tombe à 4 000. Donc il y a quand même une grosse différence. Donc souvent, moi je dis à mes clients, ça ne sert à rien de crier sur votre chien, chuchoter, il sera beaucoup plus attentif. Au niveau de l'odorat évidemment est très développé chez le chien. Ils ont en plus conservé un organe voméronasal, donc c'est un petit organe, petite papille qui se trouve en arrière des incisives supérieures et qui leur permettent de récupérer des tas d'odeurs, des tas de phéromones dans l'air que nous, on ne perçoit absolument plus. Et au niveau des goûts, le goût est dissocié de l'odorat chez le chien. Et les goûts des chiens, ce n'est pas tout à fait les nôtres, on est d'accord. Alors, pour tout ça, eh bien, il faut aussi respecter les conditions éthologiques des chiens. Et là, on va respecter son bien-être aussi à travers une application, l'application de ce qu'on appelle les 5 libertés individuelles. Alors, je vous les ai inscrites là pour vous les rappeler. Donc, c'est l'absence de faim, de soif et de malnutrition. Donc, ça veut dire que l'alimentation sera en qualité et en quantité adaptée à l'état et à l'âge physiologique du chien. Il faut absence de peur et de détresse, absence de stress physique et thermique. Donc, il faut bien loger les chiens, que ce ne soit pas trop froid, pas trop chaud. Absence de douleur, de lésions et de maladies. Donc, ça, ce sont des contrôles quotidiens que vous faites avec votre chien. Et alors la liberté d'expression d'un comportement normal de son espèce. Donc tout ça, ces 5 libertés individuelles, elles vont être mesurées, on va pouvoir les mesurer grâce à un outil qu'on appelle le Welfare Quality, qui a été élaboré et validé par de nombreuses études scientifiques. Et donc c'est notamment, petite parenthèse, avec cet outil-là que l'on a établi au niveau du Conseil bruxellois du bien-être animal,
les normes minimales de détention d'un chien par un particulier. Donc, un petit mot sur le 5e point, sur la 5e liberté, donc liberté d'expression d'un comportement normal à l'espèce, pour rappeler ce que plusieurs personnes ont déjà abordé aujourd'hui, c'est justement cette absolue nécessité de pouvoir se promener librement, afin de pouvoir découvrir l'environnement, afin d'avoir des tas de stimulations. Et donc il faut évidemment penser non seulement à des circuits qui sont respectueux de tous, mais aussi à des aménagements de parcs canins qui soient vraiment efficaces. Alors il ne faut pas oublier non plus que le chien est un animal social. Et donc dès son arrivée, il faut vraiment l'intégrer dans son groupe familial, en lui expliquant comment le groupe fonctionne. Le groupe, en fait, va être très apaisant pour le chien. Et donc, il sera d'autant plus apaisant que si les relations entre les membres du groupe et le chien sont aussi apaisantes. Et ces relations apaisantes, elles peuvent se faire, elles seront de meilleure qualité si l'attachement qui existe entre le chien et l'humain est de bonne qualité. Donc, les relations intrafamiliales de bonne qualité vont permettre au chien de découvrir des relations extrafamiliales de bonne qualité aussi, et donc ça en fera un chien tout à fait bien sociabilisé. Alors pour conclure, je vous rappellerai simplement ce qu'Antoine de Saint-Exupéry faisait dire au renard dans Le Petit Prince. « Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard, mais tu ne dois pas l'oublier. Tu es responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. » Et je pense qu'ici, cette phrase, elle prend tout son sens et je ne peux que nous encourager à prendre nos responsabilités afin que ce vivre ensemble puisse encore évoluer longtemps de façon tout à fait positive et en symbiose. Voilà, je vous remercie. Merci Fabienne, et je pense qu'on peut directement enchaîner. N'hésitez pas à noter vos questions et on pourra les poser par la suite avec Élise Lupan et Sophie Van den Busch de l'ASBL Godog pour nous parler du chien source de bienfaits et non de nuisances, mais la nécessité de l'éducation du chien et aussi du maître. Oui, salut. Donc on est Sophie et Élise de l'ASBL Godog. Pour la présentation, aujourd'hui, on va vous proposer de participer, de rendre ça un petit peu interactif, puisqu'on va parler de l'importance d'éduquer les chiens et les maîtres, et on suppose qu'on a affaire à quelques maîtres de chiens devant nous. Alors pour participer, c'est sans obligation, mais c'est quand même vivement souhaité. Et anonyme, oui, ça c'est important. C'est anonyme, on n'a pas les réponses, on ne les enregistre pas de toute façon. Vous pouvez vous rendre sur votre téléphone sur www.wooclap.com/godog. Donc c'est écrit là, je vais le laisser pendant quelques instants. Donc www.wooclap.com/godog. Vous devez accepter ou refuser les cookies et puis attendre que les questions soient posées. Vous allez avoir un petit message qui vous propose de patienter. Si vous avez des difficultés, vous pouvez taper sur l'épaule de votre voisin qui se fera sûrement un plaisir de vous aider. Il y en a déjà quelques-uns qui sont connectés, donc n'hésitez pas. Donc pendant que vous essayez de vous connecter, un bref mot sur l'ASBL Godog. Donc on travaille sur les chiens en région bruxelloise. Donc c'est tout à fait le thème du jour. On travaille notamment sur la bonne cohabitation avec les chiens dans l'espace public et dans l'espace privé, tout en se souciant du bien-être des chiens. Et donc pour faire ça, on analyse, on collabore et on agit, notamment avec les maîtres de chiens, mais aussi avec une vision un petit peu plus politique, en contact avec les politiciens. Alors, la première question, est-ce que vous avez un ou plusieurs chiens? Vous pouvez voter. Vous écrivez oui ou non. Au choix, on a déjà 26 réponses, c'est génial, vous êtes très réactifs, 30 réponses. On peut voir les résultats déjà. Il y en a quelques-uns, 10 personnes n'ont pas de chien. C'est rigolo de voir les... Vous voyez, super. Donc on a un gros... ouais, 70%. Super. Ok, ça nous donne un peu une idée, même à vous, de savoir un petit peu qui sont vos voisins d'assemblée. Donc 70% de personnes ici ont des chiens. Je passe à la question suivante. Au cas où vous n'auriez pas retenu la réponse qui a été dite à peu près 3 fois, voire 4 fois,
Combien de chiens sont recensés officiellement en région de Bruxelles-Capitale? Est-ce qu'on est de l'ordre de 1000 chiens, de 10 000 chiens, de 100 000 chiens ou de 1 million? Et on est à 100% de bonnes réponses. Félicitations à tous. Donc, 100 000 chiens. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup. Du coup, officiellement, c'est 89 204 en 2021. Et c'est, comme Dr Bedel l'a dit, c'est sans compter les chiens qui ne sont pas enregistrés ou qui sont enregistrés à l'étranger. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au kilomètre carré, on a 500 chiens. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à vous représenter ça. 500 chiens par kilomètre carré, c'est quand même assez énorme. Et il y a, en région bruxelloise, plus ou moins 30 km² d'espace vert. Donc, ces 90 000 chiens sont à répartir sur ces espaces verts-là. On peut donc comprendre qu'il y ait des petits problèmes de temps en temps. Du coup, quels sont, d'après vous, les problèmes qu'on peut rencontrer avec le chien en ville? Alors là, vous pouvez écrire ce que vous voulez, c'est des nuages de mots. Et moi, je suis normalement... Ah, il n'y a pas encore de réponse. Quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer avec les chiens? Ah, voilà. Alors, c'est modération, vous êtes les déjections, super. Manque d'espace. Alors, propreté d'éjection, c'est écrit, ouais, déjection, crotte de chien, aboiement. Vous pouvez liker aussi les commentaires si vous êtes d'accord. Si vous voyez déjection et que vous avez envie de dire oui, c'est les déjections le problème, vous pouvez liker déjection. Paf, la peur, le maître inconscient, des morsures, des problèmes d'agression. Aucun problème, je vais le valider, mais manque de considération, manque d'espace de liberté, ça on l'a mis. Hein. Agression, ouais, nuisance, déjection, absence de lieu, tout ça on avait mis. Les nuisances sonores, tout ça on avait déjà validé. Ouais. Tartiner urine. Oui, c'est déjection, morsure, tout ça. Peur, je ne sais pas si c'était déjà mis. Mais donc voilà, on voit en gros le bonheur, un problème. Les gens qui ont peur des chiens, oui, tout à fait. Un manque d'espace, parlesse, nuisance, chien pas bienvenu. Voilà, j'essaie de faire vite le tour. Conflit par manque de connaissances, destruction effectivement, morsure, n'aime pas les chiens, et peur des petits-enfants. Ouais, voilà. Donc tout ça nous donne un petit peu une vision effectivement des problèmes qu'on peut rencontrer dans... Vous pouvez arrêter de voter, on va se reconcentrer un petit peu. Les problèmes en ville. Voilà, nous on a refait une petite diapo récapitulative. Donc on a les problèmes des aboiements, hein, qui peut poser problème dans l'entourage, dans le voisinage, les problèmes de déjection, vous étiez nombreux à le dire, d'agressivité, de dérangement de la faune sauvage. Alors c'est marrant parce qu'on ne l'a pas lu, mais c'est une réalité avec laquelle il faut composer et avec laquelle on devra, nous en tant que maître de chien, trouver des alternatives, trouver des solutions, parce que la situation est assez préoccupante et on ne peut pas la laisser se dégrader, donc on en appelle aussi... on aura l'occasion d'en reparler, on imagine. Le piétinement des espaces verts, alors on sait que les espaces verts sont aussi une valeur importante aujourd'hui. Et le dérangement des humains, donc là on a mis court après les sportifs, les cyclistes, etc., ou sautent sur les gens, ou laissent des traces, des poils, etc. Voilà, alors ça ce sont des problèmes grosso modo qu'on retrouve en région de Bruxelles-Capitale, vu notamment la densité de population de chiens. Maintenant, comment réduire ces problèmes? Et je cède la parole à mon associé, je fais le tour. Voilà, oui, ok. Parfait, comme ça je prends la place. Donc maintenant, on va essayer de trouver des solutions pour réduire ces problèmes. Et là, je vous en appelle également à voter. On va vous proposer des idées de solutions. Hein. Donc, à vous de voter, de voir quelle est, selon vous, la priorité dans les améliorations à mener. Donc je lis ici... Oui. Attends, on peut voilà, on peut les masquer pour l'instant. Voilà. Donc on a la possibilité d'augmenter les contrôles pour vérifier s'il y a un respect de la réglementation, etc. On peut améliorer la reconnaissance des métiers du chien. Petite parenthèse, peu de métiers du chien sont reconnus officiellement. Donc on a une amélioration, un changement de la loi et de la réglementation, oui, on en a parlé en début. L'éducation des maîtres et des chiens, donc vous voyez que là la réponse elle est sans appel, hein. Je pense qu'on est tous sur cette réponse-là. Donc la communication, l'infrastructure dédiée aux chiens également remporte pas mal de succès. Alors,
Effectivement, on est d'accord avec vous, hein. L'éducation canine, c'est vraiment quelque chose de très important dans l'objectif du bien vivre ensemble, donc autant pour le chien que pour l'humain. Nous, on travaille également sur l'information et nous, on estime que ça permet de diminuer les problèmes qu'on peut rencontrer en ville. Par exemple, pour nous, éduquer un chien, ça sert à quoi ? Ça ne va pas juste servir à « super, mon chien fait un assis, génial, il m'écoute ». Ce n'est pas ça l'éducation d'un chien. L'éducation d'un chien, c'est connaître ses besoins, c'est garantir sa sécurité, être capable d'empêcher son chien de courir en plein milieu d'une rue avec des transports, c'est pouvoir l'emmener partout sans qu'il soit gênant et sans qu'il soit stressé pour lui-même. C'est créer une relation de confiance avec lui. Et donc, ça permet de manière générale de vivre sereinement. À ce sujet, on a des petites cartes postales qui vous proposent de faire un quiz sur l'importance d'éduquer son chien. Vous aurez l'occasion de les prendre après si vous êtes intéressé. Et qui reprend aussi, c'est pas le même truc, mais qui reprend les raisons d'éduquer son chien. Voilà. Alors, nous, on a essayé de développer un maximum d'outils pour essayer de soutenir l'éducation. Et l'éducation, c'est pas uniquement, voilà, je m'inscris dans une école et j'y vais tous les samedis. C'est l'éducation en général, c'est tous les jours, c'est tout le temps. Ici, on parle de différents outils. On parle du ruban jaune, de la préparation à la promenade. On parle du code de bonne conduite pendant une promenade. Alors, première question, est-ce que vous connaissez le ruban jaune ? Alors, j'aime bien avoir les réponses en live. Et est-ce que vous savez à quoi il sert, surtout ? Alors, je vois des oui, je vois du non. Pour le moment, une majorité de non. Je vois qu'il y a des personnes qui sont assises. Vous pouvez vous lever et vous asseoir, il n'y a pas de problème. On a 43 réponses sur 65, c'est déjà pas mal. Donc, ça nous donne une idée un petit 40% de personnes qui connaissent le ruban jaune et un petit 60% de personnes qui ne connaissent pas le ruban jaune. Super. Alors voilà, un ruban jaune, c'est ça. Donc on n'a pas besoin de l'acheter, hein, on peut avoir un morceau de tissu. C'est quoi ? C'est un mouvement qui s'est créé de manière internationale et qui permet d'avoir un code visuel pour détecter un chien qui a besoin d'espace. Donc pour ceux qui ne savaient pas, donc un chien qui a besoin d'espace, c'est quoi ? Mais ça peut être un mâle qui n'aime pas trop croiser d'autres mâles, ça peut être une femelle qui est en chaleur et qui n'aime pas croiser d'autres mâles, ça peut être un chien qui vient d'être opéré. Et qui n'aimerait pas qu'on vienne un petit peu l'embêter. Ça peut être un chien âgé. Voilà, donc tous les chiens ont le droit de se promener et ont besoin d'ailleurs de se promener. Hein. Le docteur Bedel l'a bien dit. Donc ils ont le droit de se promener, tous ces chiens-là aussi. Mais effectivement, la promenade peut être problématique pour certains types de chiens. Et donc le fait de le marquer visuellement permettrait de faciliter la promenade de tous. Parce que oui, du coup, ce qui est important de se dire, c'est si vous croisez un chien qui a un ruban jaune sur la laisse, on vous invite à rappeler votre chien, à maintenir une distance, à laisser passer l'autre chien et à continuer votre promenade et à relâcher le vôtre juste après. Voilà. Ensuite, en termes de promenade, préparer sa promenade, pour nous, c'est quelque chose de crucial. On se rend compte qu'il y a ceux qui promènent leur chien tous les jours et qui se disent « j'ai l'habitude, moi je vais toujours là, donc c'est normal, et je ne fais plus attention à mon chien ». En promenade, en fait, il est vraiment important de s'adapter à chaque circonstance. Ça peut être la météo, ça peut être une question de vent, ça peut être une question de nombre. Quand mon chien rencontre plus de gens, il est peut-être un peu plus stressé, donc je vais adapter ma promenade. Donc voilà, ici on a développé un questionnaire qui permet de conscientiser le maître par rapport à la promenade. Je vous invite à aller voir ce petit questionnaire sur notre site internet. On termine par le code de bonne conduite. Et ça, en promenade, c'est vraiment crucial. On parlait du ruban jaune, c'est intéressant. De manière générale, un maître de chien, il doit être responsable de son chien, responsable aussi de l'environnement dans lequel il est. Donc on peut avoir différentes interactions pendant une promenade. Il est important de les préparer, ces interactions. Donc ici, on a une deuxième carte postale à vous distribuer qui reprennent ces différents éléments de bonne conduite. Et de nouveau, on a développé une quantité d'articles qui expliquent pourquoi. Parce que nous, on pense vraiment que ce qui manque, c'est les explications, l'information aux gens pour leur faire comprendre l'impact de leur chien pendant une promenade, de manière à ce qu'ils se disent, oui, en fait,
j'oubliais, mais moi j'adore les chiens, j'ai pas peur d'un chien, mais c'est vrai que peut-être il y a des gens qui ont peur des chiens et que mon chien ne devrait peut-être pas les approcher systématiquement, c'est pas sympa pour eux. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut encore améliorer outre l'éducation canine et travailler sur l'information autour du chien? Eh bien, bien sûr, une réglementation cohérente, hein, ça, je pense qu'on l'a vu dans les différentes réponses. Il y a dans les différentes réponses également multiplier les solutions d'espace canin. Et là, on a encore du travail à faire. Favoriser l'accès à l'éducation. Il n'y a pas encore assez d'écoles, il n'y a pas encore assez de systèmes différents d'éducation canine. Éduquer à l'approche d'un chien dès le plus jeune âge. On pense à tous les enfants. Ce serait chouette hein, que ça fasse partie, un peu comme le code de la route, hein, apprendre à approcher un chien. Et on termine par soutenir les métiers du monde canin, parce qu'ils font tous un travail formidable de s'occuper des chiens avec les maîtres et donc de soutenir les maîtres également. Je terminerai par aucun humain n'est parfait, aucun chien n'est parfait. Nous, ce qu'on veut juste, c'est le souhait de s'améliorer. Et c'est ça qui nous rend tous respectables dans ce monde. Mais c'est pas tout à fait fini. Ah oui. Parce que je reprends la parole pour lancer un petit quiz. Voilà, donc l'idée c'est d'un peu, non pas tester vos connaissances, mais de pouvoir développer évidemment les réponses, c'est ça qui nous intéresse davantage. Donc d'après vous, ah mince, je montre les réponses correctes, je veux juste qu'on ne montre pas les résultats. Apprendre le rappel de mon chien, ça me permet quoi? Est-ce que ça me permet de passer mes coups de fil en promenade, de préserver la faune sauvage, de maintenir une cohabitation de tous dans l'espace public, d'avoir un chien en sécurité ou de passer un moment de complicité avec mon chien lors des promenades? Et plusieurs réponses sont possibles, donc faites-vous plaisir. Ah, mais oui. Ok, alors on va voir les résultats. Super. 45, c'est bien. Ouais, alors en fait, pour nous, les bonnes réponses sont toutes sauf celle de passer un coup de fil en promenade, puisque vous le verrez. Quelqu'un qui a flippé. Une petite erreur ou peu importe. Dans l'outil qu'on propose sur la promenade du chien, on invite les gens à rester attentifs à son chien, même si le chien connaît un ordre de rappel, même si le chien répond très bien, reste près du maître, etc. Un chien reste imprévisible, ça reste un animal, et donc c'est toujours important de rester attentif à son chien. Et donc c'est pas le moment pour passer un petit coup de fil ou terminer le boulot qu'on a à faire. Mais alors tout le reste, apprendre le rappel de mon chien, ça nous permet en partie de préserver la faune sauvage. Alors il n'y a pas que ça qui préservera la faune sauvage, mais avoir un rappel, ça permet ça. Voilà, avoir un chien en sécurité et de passer un moment de complicité lors des promenades, tout en maintenant une bonne cohabitation de tous dans l'espace public. Alors apprendre, je masque les résultats, apprendre la solitude à son chien. Est-ce que ça permet d'aller boire un verre avec les collègues après le boulot, avoir un chien qui est serein au quotidien, garder des relations cordiales avec ses voisins ou retrouver son divan entier en revenant des courses? Je vois que nos réponses vous amusent, c'est chouette. On va voir pourquoi vous avez voté. Ah, c'est intéressant de voir vos réponses. De nouveau, plusieurs réponses possibles. Ouais. Oui, de nouveau, plusieurs réponses possibles, merci. Alors, pour nous, de nouveau, ça permet tout, sauf d'aller boire un verre avec les collègues après le boulot. Parce que, évidemment, qu'on peut aller boire un verre avec les collègues, mais si votre chien vous attend à la maison, c'est bien de quand même rentrer, s'en occuper un petit peu. Mais j'imagine que vous y avez pensé. Mais voilà, c'est pas l'idée d'apprendre la solitude à son chien pour pouvoir partir de longues heures et des journées énormes. C'est lui apprendre la solitude pour pouvoir accepter vos départs, pour pas avoir un chien angoissé dès que vous allez faire les courses, dès que vous allez dormir, dès que vous allez travailler. Et c'est pour avoir un chien qui se sent bien dans ses pattes, comme on dit. Et pour avoir les relations cordiales avec ses voisins, pour éviter qu'il crie toute la journée, qu'il aboie ou que vous rentriez en découvrant votre divan tout abîmé. Alors, je laisse mon chien nager dans les étangs des parcs régionaux quand il n'y a pas de canard, quand personne ne me voit, jamais, ou quand il fait très chaud ou trop chaud. Là, il n'y a qu'une réponse possible, je vous le dis tout de suite. Il y a une seule réponse possible. Oui. Bonne réponse, en tout cas. Ah. Oui. N'hésite pas. Donc la réponse correcte, c'est effectivement, on ne laisse jamais son chien nager dans les étangs des parcs régionaux.
Parce qu'au-delà des canards, Laure, est-ce que je pourrais avoir votre attention s'il vous plaît? Merci. Au-delà des canards, il y a toute la vie qui se passe en dessous, qu'on ne voit pas, qui est plus petite, les tritons, les petits œufs, les nids aussi, qu'on a tendance à oublier. En remuant la vase, on peut étouffer certains petits animaux, donc ce sera un petit peu triste. La deuxième réponse, c'était quand personne ne me voit, alors oui, heureusement que personne n'a voté pour ça. Quand il fait trop chaud, on évite d'autant plus parce qu'il y a les algues qui sont parfois très toxiques pour les chiens. Donc même si personne ne vous voit, même s'il n'y a personne dans les environs et que vous mettez votre chien dedans, ça peut lui nuire. Donc effectivement, on ne met jamais son chien nager dans les étangs des parcs régionaux. Je rajouterais Oui. qu'il y a des métaux lourds très souvent dans ces eaux stagnantes. Donc on ne laisse pas son chien nager dans des eaux stagnantes. On préférerait d'ailleurs une rivière. Ouais. Et alors, dernière question. Respecter les zones de liberté pour chiens. On sait que c'est un sujet un petit peu... On va éviter de le rendre tabou, mais c'est un sujet d'actualité en tout cas. Ça nous permet quoi? De respecter les zones. Ça nous permet d'éviter de recevoir une contravention. Ça nous permet d'offrir de la tranquillité à la faune sauvage. Ça nous permet de montrer l'exemple et renforcer l'image positive des maîtres de chiens. Et ça permet à chacun d'avoir une place dans l'espace partagé. Plusieurs réponses sont à nouveau possibles. Soyez honnête. Oui. Ok. Alors, ici, vous pouvez continuer à voter, mais respecter donc, les zones de liberté en région bruxelloise, ça permet tout ça, effectivement. Il n'y avait pas de fausse réponse, il n'y avait pas de piège pour cette fois-ci. Donc, voilà. C'est la fin de notre quiz. Donc, tout ceci nous amène à conclure en disant que respecter les différents codes, le code de bonne conduite qu'on propose, éduquer son chien, être conscient de l'impact du chien dans la ville permet une meilleure cohabitation de tous dans l'espace non seulement public, mais aussi privé, que ce soit au domicile ou avec les voisins. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce que je peux prendre le temps que je vais Merci, merci beaucoup pour cette présentation dynamique sur la question d'éducation du chien, mais aussi du maître. Et je propose de terminer les exposés avec M. Guy Adam, qui est président de la Croix-Bleue et qui nous parlera des refuges, un mal nécessaire, point d'interrogation. Mesdames, Messieurs, il y a quelques jours à peine, je m'entretenais avec quelqu'un qui était engagé, mais fortement, dans la protection de la petite enfance. Et je l'interrogeais sur les familles d'accueil, sur les institutions qui tournent autour de la protection de la petite enfance. Et il a eu cette réflexion que je vais vous donner. Quand on s'occupe de la petite enfance, quand on veut protéger les petits-enfants, on ne met pas en avant les orphelinats. Eh bien, je vais faire une comparaison osée entre les refuges et un orphelinat. Effectivement, un orphelinat est un mal nécessaire, un refuge, et surtout dans une région urbaine comme Bruxelles, eh bien, c'est un mal nécessaire. Voilà, je dirais, le départ de ma petite réflexion aujourd'hui. Alors, on ne parle bien que de ce que l'on connaît, et je vais donc vous parler des refuges et des refuges de la Croix-Bleue de Belgique. Alors, je vais voir si je connais bien le système. Voilà. Donc, la Croix-Bleue, c'est une association qui a, je dirais, un certain âge. Elle est née statutairement en 1925, et elle est née, en fait, après des faits très graves qui ont connu la mort de très nombreux animaux. C'est la Première Guerre mondiale, la guerre 14-18. Les Anglais sont venus à la rescousse de la Belgique envahie par les Allemands, et ils sont venus avec leurs chevaux, avec leurs chiens, avec leurs pigeons. Ils avaient besoin d'infrastructures pour soigner leurs animaux malades. En Grande-Bretagne, il existait le Blue Cross Fund, c'est-à-dire une institution qui protégeait les animaux de l'armée. Cela n'existait pas en Belgique. Et comme il n'y avait pas d'institution, on a un peu
tourné, je dirais, la tête partout pour voir s'il n'y avait pas une aide possible pour aider les animaux qui allaient être blessés. Et le bourgmestre de l'époque de la ville de Bruxelles, Adolphe Max, avait dit, mais moi, dans ma ville, j'ai quelques dames patronesses qui soutiennent des petites œuvres où il y a des animaux perdus, des chiens qui errent dans la ville. Et c'est ainsi qu'on a fait appel à ces dames, qui bien sûr ont fait appel à leur mari, à leur conjoint, et une organisation s'est créée sur le modèle anglais, sur le modèle du Blue Cross Fund, la Croix-Bleue de Belgique. La Croix-Bleue de Belgique, l'an dernier, c'était plus de 4500 animaux recueillis. Nous sommes installés dans les 3 régions du pays, Forêt pour le refuge de Bruxelles, Florifou pour la région wallonne et Wommelgem et Lommel pour la région flamande. Nos objectifs, c'est non seulement le bien-être animal, mais c'est aussi la protection de la nature. Les deux ne vont pas ensemble. Notre slogan, c'est le respect du vivant. Et le respect du vivant, c'est bien sûr le monde des humains, c'est le monde animal et c'est, bien entendu, le monde de la nature. Au niveau travailleurs, nous représentons, rien que pour la structure juridique, sous l'appellation Croix-Bleue de Belgique, 26 équivalents temps plein et à peu près 120 bénévoles qui travaillent, si pas au quotidien, en tout cas régulièrement dans nos institutions. Nous collaborons, et c'est important, pour une ville comme Bruxelles, nous collaborons en fait au total dans tout le pays avec plus de 90 communes. Et j'y reviendrai tantôt, parce qu'on va parler d'un mal nécessaire. Le rôle de la commune est très important. Nous travaillons, nous sommes une entreprise, vous avez un schéma devant vous, mais je ne vais pas m'étendre sur ce schéma, mais c'est vraiment une entreprise qui veut, de manière très professionnelle, avoir une approche sur les structures qui sont nécessaires, non seulement sur les structures qui sont nécessaires, mais sur les procédures à suivre pour que le monde du vivant, et donc le monde de l'animal, trouve sa place dans une société qui est la nôtre. Il est important de savoir que lorsque il y a des institutions qui s'occupent d'animaux, eh bien, on a besoin d'argent. Et on a besoin de beaucoup d'argent. Je ne vais pas faire un plaidoyer pour obtenir des sous, non, mais je viens quand même vous sensibiliser à la situation. Vous avez en tête, je dirais, du tableau qui est devant vos yeux, eh bien, les résultats anticipés, donc le budget de 2022. Eh bien, nous prévoyons pour cette année-ci une perte de 364 000 €. C'est une perte importante. Les 2 années Covid derrière nous ont représenté des pertes également. Et donc nous espérons bien entendu pouvoir éponger cette perte d'une manière ou d'une autre afin de pouvoir continuer un combat de tous les jours. Vous avez nos recettes d'un côté, nos dépenses de l'autre. Si vous regardez les recettes, vous voyez l'importance qui peut être attribuée, je dirais notamment à la part des dons et des legs. Et en fait, nous vivons effectivement des dons et des legs, c'est l'élément le plus important. Essayez de voir, on vous a parlé tantôt, Monsieur le ministre nous a dit qu'il allait qu'il subsidie déjà un petit peu les refuges. Eh bien, c'est, je dirais, une nécessité. Et pourquoi ? Bien sûr, nous avons des dons. Et bien sûr, nous les utilisons pour les animaux. Mais je prends l'exemple de notre situation énergétique aujourd'hui. La Croix-Bleue à Forêt, eh bien, elle se chauffe au gaz. Nous avions évalué dans les chiffres que vous avez devant vous nos frais énergétiques à 4% de nos dépenses. Eh bien, nous pensons déjà qu'elles vont dépasser les 15% de nos dépenses. Donc c'est important, et c'est important dans des situations un petit peu difficiles telles que celles que nous connaissons aujourd'hui. Au niveau des recettes, donc essentiellement des dons, des legs, nous avons des recettes d'adoption. Alors, j'aimerais quand même attirer votre attention. Les adoptions, c'est très important. Mais que représente-t-il au niveau des recettes ? Parce que c'est vrai que les gens qui viennent adopter un animal chez nous,
payent une contribution par rapport à nos recettes totales, qui représentent donc 1 803 000. Les recettes d'adoption, c'est 89 000 euros. 89 000 euros. En d'autres termes, il nous faut impérativement, je dirais, trouver de l'argent pour pouvoir continuer à faire face. Si nous devions nous contenter des recettes d'adoption, eh bien, nous fermerions, ou tous les refuges bruxellois fermeraient leurs portes. Mais je ne vais pas m'étendre sur ces chiffres parce que ce n'est pas en fait le sujet de notre discussion aujourd'hui. Quelles sont nos activités? Et là, j'aimerais bien quand même attirer votre attention parce que je rejoins ici ce que les orateurs précédents ont déjà souligné. Bien sûr, je vous ai dit, nous sommes une association de protection animale, nous essayons de promouvoir le bien-être animal et nous essayons aussi de promouvoir la protection de la nature. Mais nous avons chez nous une particularité, c'est la relation, la bonne relation être humain-animal. Et dans ce contexte-là, ce que le refuge de forêt propose aux adoptants, mais c'est de suivre gratuitement au minimum 3 cours d'éducation canine. Et nous sommes partis de l'idée qu'à un moment donné, quand quelqu'un qui n'a jamais eu un chien dans son environnement, eh bien, il peut très bien aimer et avoir de l'empathie pour son nouveau compagnon, mais il ne sait pas nécessairement exactement comment, je dirais, agir avec ce compagnon. Alors que l'éducation canine permet finalement d'éduquer et le maître et l'animal, et pour faire finalement une équipe. Parce qu'en fait, un chien, c'est un peu son état d'âme, son état d'esprit. Eh bien, il a un maître, il y a une personne qui est sa référence. Et l'éducation canine permet à l'animal de trouver, je dirais, son référent, la personne qui va lui indiquer sa satisfaction, qui va lui indiquer sa désapprobation, qui va lui indiquer comment il aimerait bien de fonctionner. Donc, éducation canine, c'est important, c'est une particularité donc chez nous. Nous avons, et ça c'est pour un besoin, je dirais, financier, nous avons chez nous aussi une pension animalière, pension canine. Ça nous rapporte un peu d'argent, très peu de gens. À peu près 170 animaux sont en pension chez nous pendant l'année. Donc ce n'est pas énorme, mais cela permet aux gens qui ont adopté chez nous de nous les reconfier pendant leur période d'absence. S'ils ne savent pas partir en vacances avec leur animal, eh bien, ils peuvent nous le confier et viennent en pension chez nous. Nous avons d'importantes activités didactiques. Pourquoi? Mais nous estimons que la sensibilisation du public à la nature, la sensibilisation du public au bien-être animal est très important. Que cela soit depuis la petite enfance jusque, je dirais, à l'âge adulte, même, je dirais, des gens de ma génération, nous avons besoin de continuellement nous sensibiliser au monde qui nous entoure. Et le monde animal nous entoure, il fait partie intégrante de notre société. Il est donc important que nous éduquions et que nous éduquions de manière intelligente. Éduquer, c'est apprendre. Apprendre, bon, je suis juriste et donc je considère que le maître doit savoir qu'il y a des règles. Il doit savoir que sur le plan civil, il est responsable de l'animal qu'il a sous sa garde. Et donc, il faut éduquer le public, éduquer les maîtres, et bien entendu, il faut aussi savoir apprendre à faire connaître les besoins de l'animal. Donc, nous avons eu les précédents intervenants qui ont attiré notre attention sur toute une série de points. Nous le faisons de notre manière aussi, et tout simplement pour pouvoir sensibiliser le public. Donc, formation, éducation, ce sont des éléments qui sont très importants. Alors, j'aimerais revenir maintenant un petit peu à quelques chiffres. À quelques chiffres, c'est
plus précisément le mouvement des animaux hébergés dans nos centres, dans nos refuges. En 2021, au total, rien que dans nos 4 refuges, nous avons recueilli 4549 animaux. Vous avez le détail, hein, je ne vais pas m'atteler à vous départager ce chiffre de 4549 animaux. Mais si je regarde Forêt, eh bien, vous verrez qu'à Forêt, nous avons recueilli un total de 642 animaux, qui représentent 241 chiens, 354 chats et 47 autres petits animaux. Et il s'agit essentiellement de petits rongeurs. Je fais une petite remarque. À côté de nos 4 refuges, nous gérons aussi un centre de revalidation pour la petite faune sauvage et pour certains oiseaux. Et nous avons recueilli l'an dernier 1500 animaux de la petite faune sauvage, ce qui veut dire qu'au total, nous avons recueilli plus de 6000 animaux. C'est énorme, c'est énorme. Alors, je poursuis. En région de Bruxelles-Capitale, combien d'animaux sont passés en refuge ces dernières années? En 2019, il y a eu 1322 chiens qui sont entrés en refuge et 5435 chats qui sont entrés en refuge. En 2020, ces chiffres ont baissé. Est-ce dû au Covid? N'est-ce pas dû au Covid? On ne le sait pas de manière précise. Il y a eu 906 chiens qui sont entrés en refuge et 4473 chats. Qu'en est-il pour l'année 2021? Les chiffres ne sont pas encore officiels, mais on cite le nombre de 850 chiens entrés en refuge dans la région bruxelloise et 3600 chats. Que représente la Croix-Bleue par rapport à ces chiffres? Eh bien, nos 241 chiens accueillis dans notre refuge de Forêt représentent plus de 28% des chiens entrés en refuge en région bruxelloise. Au niveau des chats, nos 354 chats entrés en refuge représentent grosso modo un peu moins de 10% des chats entrés en refuge. Alors, je vous ai parlé tantôt de l'importance et du rôle des communes en matière d'animaux de compagnie. Tout d'abord, j'ai cité certains services que nous rendons aux communes, une aide que nous fournissons aux communes. Mais je vais commencer par le point 5, parce que le point 5 est, à mon sens, quelque chose qui est très important, parce qu'il touche, je dirais, le citoyen qui a un animal. Effectivement, nous prenons en charge des animaux perdus ou abandonnés par les citoyens sur le territoire de la région bruxelloise. Alors, les animaux abandonnés, mais il y a des raisons qui peuvent justifier un abandon. Une personne qui est en mauvaise santé, qui n'a plus, je dirais, physiquement la possibilité de s'occuper de son animal de compagnie, elle n'a pas de proches, elle n'a plus de famille, eh bien, qu'il y ait une institution qui recueille l'animal et qui essaye de trouver un nouveau maître pour celui-ci, eh bien, ça me semble tout à fait légitime et tout à fait honorable. Donc, et je dirais le geste d'abandon qui est fait là, eh bien, c'est un geste, je dirais, tout à fait compréhensible. Il y a d'autres cas, des cas bien entendu, quelqu'un part à l'étranger, il va travailler à l'étranger, donc il ne vit plus en région bruxelloise, il part. Nous avons d'ailleurs beaucoup d'étrangers qui vivent à Bruxelles aussi et qui sont à Bruxelles que pour 2-3 ans. Pendant la période où ils sont à Bruxelles, ils adoptent un animal et lors de leur départ pour l'étranger, j'ai connu le cas d'Anglais par exemple, pour rentrer en Grande-Bretagne, il y avait des difficultés pour rentrer avec un chien en Grande-Bretagne et finalement ils ont vu la difficulté des procédures qui devaient être entreprises, eh bien, ils ont préféré l'abandonner dans un refuge. Bon, il y a encore d'autres raisons qui peuvent justifier le déménagement d'un appartement, plutôt d'une maison d'habitation avec jardin dans un appartement. Il y a certains appartements, certains immeubles à appartements qui ne tolèrent pas la présence d'animaux de compagnie. La justice, heureusement, commence à être très nuancée
et à considérer que la présence d'un animal de compagnie fait partie des droits fondamentaux et que donc on a de plus en plus de jurisprudence des justices de paix qui sont favorables à aller, je dirais, pour critiquer cette interdiction et même parfois à autoriser la présence, nonobstant l'interdiction qu'un syndic aurait prononcée. Mais, bien sûr, ce qu'il faut condamner, mais je dirais de manière véhémente, ce sont bien entendu les abandons sauvages. Les abandons sauvages, vous savez, nous avons, bon an, mal an, rue de la Soierie, où je dirais situé le refuge de forêt, au moins une dizaine d'animaux qui sont attachés aux grilles de notre bâtiment, qu'on retrouve un matin, qu'on retrouve une fin de week-end, ou parce que des gens nous préviennent en disant, vous savez, on a attaché à votre grille, à votre porte d'entrée, un chien, un chat. C'est davantage les chiens que l'on retrouve ainsi. Mais ça doit être condamné, ça doit être poursuivi. Aujourd'hui, grâce, je dirais, à l'enregistrement des animaux, grâce à la puce électronique, on peut retrouver le dernier maître enregistré. Et donc, on peut éventuellement retrouver le maître qui aurait abandonné son animal. Mais à ce niveau-là, la loi qui oblige, je dirais, l'enregistrement a vraiment été une aide. Et on a vu une diminution de ce type-là d'abandon. Par contre, des chiens non enregistrés, non pucés, eh bien, là, on a encore énormément d'abandon. Et je vous dirais que c'est manifestement souvent des cas d'animaux qui viennent de l'étranger et qui sont amenés dans notre région. Je peux vous dire que, par exemple, fin de l'automne dernier, eh bien, des camions entiers, quand je dis des camions, il s'agissait de 7 camions qui sont venus du Portugal et d'Espagne, des pays voisins, des pays amis. 7 camions entiers qui sont venus avec des chiens qui n'étaient pas pucés chez eux, qui n'avaient pas les documents vétérinaires pour les faire éventuellement régulariser chez nous en Belgique. Et donc, ce genre d'animaux, eh bien, comme on ne sait pas exactement d'où ils viennent, comment ils ont été traités pendant leur jeunesse ou même pendant leur période d'adulte, eh bien, ces animaux-là réagissent parfois dans un milieu familial, mais je dirais de manière difficile. Ils s'adaptent très difficilement parce qu'ils n'ont pas eu la moindre éducation alors qu'ils ont déjà un certain âge. Eh bien, ce type de marchandise, parce que c'est vu comme une marchandise que l'on expédie à l'étranger, arrive chez nous. Ça date de l'an dernier, à l'automne dernier. Et donc, je crois qu'on doit être conscient à cet égard-là qu'il y a encore des actes d'abandon pour ce faire. Mais je vais m'étendre maintenant sur le rôle des communes, et le rôle des communes, notamment en tenant compte des abandons. Les refuges sont importants. Un animal abandonné, il atterrit chez nous. Les polices communales, la police de la région bruxelloise nous emmène dans nos refuges des animaux abandonnés, des chiens abandonnés. Il faut donc un centre pour les accueillir. Donc, le problème n'est pas de l'accueil, le problème est de se dire mais comment pouvons-nous collaborer avec les autorités communales, parce que je crois qu'il y a peut-être parmi vous des représentants des communes, et les citoyens des communes, eh bien, ils espèrent pouvoir compter évidemment sur leur police communale si jamais ils perdent leur animal. Et donc, je dirais, notre rôle à ce moment-là est un rôle évident de venir en aide, d'une part, au maître qui a perdu son animal, mais aussi à la commune qui voit errer sur son territoire un animal qui pourrait, le cas échéant, être un problème au niveau de la mobilité, être un problème au niveau de la sécurité. Et donc, nous avons là un rôle qui est important à jouer. Je reviens au point 1, parce qu'en fait, les communes sont tout à fait conscientes de cela.
Et la plupart des communes bruxelloises essayent d'avoir une convention avec l'un ou l'autre refuge pour la prise en charge des animaux errant sur le territoire de leur commune. La source, je dirais, de cette relation entre le refuge et la commune, c'est éventuellement une convention. Donc, de commun accord, on arrête les règles du jeu. Mais beaucoup de communes, et ça, une fois qu'on arrive dans des communes importantes, on fait appel, il y a un marché public, il y a un appel public d'offres, et donc, que ce soit la convention ou le marché public, on règle, je dirais, les points qui doivent être mis sur papier pour que l'on sache comment agir, comment la population peut agir pour faire appel au refuge. Nous travaillons aussi dans un autre domaine avec les communes. Nous prenons en charge des animaux qui ont été saisis pour des raisons multiples. Un animal, par exemple, qui aurait causé 1, 2, voire davantage d'incidents de morsures. Cela arrive malheureusement. Et donc, ces animaux nous sont amenés et nous devons donc les prendre en charge. Et bien là aussi, par convention, nous arrangeons avec les communes pour prendre en charge les animaux en question. Et enfin, nous intervenons aussi pour les communes, mais c'est surtout des communes qui sont situées autour du bois de la Cambre et de la forêt de Soignes, c'est pour la prise en charge des chats arrêts, des chats sauvages, enfin des chats domestiques redevenus sauvages. Et là donc nous avons une politique de capture de ces chats pour les stériliser, pour les relâcher ensuite dans la nature. Ça, ce sont les 4 points les plus importants. Je signale un 5e qui a le numéro 4 là, on nous demande parfois, certaines communes nous demandent parfois de prendre en charge les dépouilles des animaux domestiques qui auraient par exemple été un animal qui serait mort dans le cadre d'un accident de la circulation, alors on nous demande de venir sur place. Ce n'est évidemment pas notre mission, mais nous le faisons dans le cadre de conventions plus globales avec les communes. Voilà, je dirais, les services que nous rendons aux communes. Que vous dire encore ? Oui, que vous dire encore ? Mais je vais simplement vous dire que notre rôle est un rôle important, notre rôle est un mal nécessaire. Merci. Merci Monsieur Adam pour cette dernière présentation. Et donc, voilà 3 exposés qui se voulaient être un petit peu le préambule de la discussion, du débat qu'on va pouvoir avoir maintenant et qui nous serviront aussi à nous, en tant que politiques, à être plus sensibilisés par rapport à ces thématiques. J'ai quelques collègues qui sont ici dans la salle et qui nous permettent alors de continuer à porter ces questions au niveau du Parlement. Donc moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre un temps pour débattre ensemble, de répondre éventuellement à vos questions. J'ai juste une petite demande, comme vous voyez qu'on est quand même nombreux, et en tant que vétérinaire, je suis bien placé pour savoir que tout le monde a beaucoup d'histoires à raconter sur son chien, son chat, ses animaux, de faire peut-être attention d'être concis dans la prise de parole et d'aller droit au but, aux questions que vous voulez poser. Alors, il y a plusieurs intervenants qui sont là, mais si d'autres personnes veulent réagir par rapport aux questions, il n'y a pas de souci. Vous avez devant vous un petit bouton rouge rectangulaire, pas celui du vote où il est marqué « moins » au-dessus, mais l'autre, c'est le bouton pour le micro. Et donc, vous pouvez prendre la parole comme ça. Je me permets peut-être de commencer par répondre à une question qui m'a déjà été posée à de nombreuses reprises et qui est revenue ici dans le cadre des débats. C'est celle de la question des espaces chiens en liberté. Alors peut-être pour répondre de manière un peu plus politique, les espaces verts à Bruxelles, ils sont de la responsabilité du ministre de l'Environnement, qui n'est pas le même ministre que celui du bien-être animal. Et ça cause parfois quelques soucis de coordination, on va dire. C'est parfois aussi la responsabilité des communes. Donc il y a certaines communes, je sais qu'il y a des débats à Watermal-Boisfort, entre autres, à Ixelles, à Etterbeek, sous le fait qu'on supprime parfois des espaces chiens en liberté et qu'en fait on n'apporte pas d'autres solutions. Parce que certains espaces peuvent aussi apporter des nuisances et je pense qu'on a pas mal parlé de cette question-là aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il y a une volonté, on sent une volonté chez certains au niveau politique de réduire la présence de ces espaces chiens en liberté ou chiens maîtrisés, entre autres en forêt de Soignes.
Pourquoi? Parce que certains estiment que ça nuit à la faune sauvage. Et je crois qu'il faut être raisonnable et quand même se dire qu'effectivement, quand on arrive dans un endroit donné avec un grand nombre important, que ce soit de chiens, n'importe quelle espèce, même l'humain pour commencer, eh bien, on peut aussi nuire à cet espace. Et donc, il y a quand même une réflexion à avoir par rapport à ça. Ceci étant, je crois qu'il faut vraiment demander à ce qu'il y ait de la rigueur scientifique derrière cette déclaration. Et donc j'ai encore déposé une question ce matin pour demander, mais finalement, quelles sont les preuves scientifiques, quelles études ont été menées pour nous dire qu'il y a en fait une augmentation de morts de chevreuils en forêt de soigne, ou fait une diminution de la population de chevreuils. Est-ce que cette population décède ou est-ce qu'elle va juste ailleurs? Il faut dire que la région bruxelloise n'est pas très grande, donc très vite en Flandre ou en Wallonie. Donc ça, c'est des questions qui sont, je pense, importantes à être posées. D'autre part, on dit, si vous voulez avancer sur cette question-là, quel est votre plan pour les espaces chiens en liberté partout en région bruxelloise? Il n'y a pas que la forêt de soigne. Et donc nous, on demande, on exige à ce qu'on réfléchisse à cette question des espaces chiens en liberté, mais partout dans la région bruxelloise. Alors, avant, ça c'est mon avis, mais c'est l'avis que j'essaie de défendre ici au Parlement, c'est qu'avant d'en arriver à des extrêmes, ou de dire on va punir toute la classe parce qu'il y a quelques élèves qui sont mal élevés, c'est vrai qu'on l'a tous constaté, quand on va en forêt de soigne, on a parfois un chien qui file à droite à gauche, le maître qui est, comme on l'a dit dans la présentation, au téléphone, et qui ne voit pas son chien, qui ne contrôle pas. Donc il y en a chez qui il y a des comportements qu'il faut sans doute sanctionner ou qu'on ne peut pas accepter. Et donc moi je pense qu'il faut d'abord arriver à ces réflexions-là, de dire mais comment est-ce qu'on fait pour sensibiliser un maximum ces propriétaires de chiens à utiliser l'espace public en bonne, on peut plus dire en bon père de famille maintenant, mais de manière responsable, on va dire. Parce que tout le monde doit pouvoir se sentir à l'aise aussi dans les espaces verts. Il y a des personnes qui ont peur des chiens et je peux comprendre qu'ils ne souhaitent pas alors être dans des espaces où les chiens courent partout. Le problème aussi par rapport à ça, c'est qu'il y a un manque de signalétique. En fait, la signalétique, elle existe, mais que personne ne comprend rien. C'est tout petit, ça dépend entre les communes et la forêt de soigne, c'est pas la même chose. Et donc là aussi, il y a peut-être quelque chose sur lequel il faut appuyer avant de prendre des décisions plus radicales. Donc moi, je crois que c'est vraiment une question de nuance et d'équilibre. Et donc c'est ce qu'on souhaite porter, en tout cas mon groupe politique, ici, au niveau du débat. Alors pour dire où en est le débat aujourd'hui, pour l'instant, il n'y a rien de fait. Donc ça, c'est important de le dire parce que j'entends souvent des personnes qui me disent « oui, mais c'est déjà interdit ». Non, en forêt de soigne, il y a toujours 3 espaces de chiens maîtrisés qui existent en forêt de soigne. Il y a une carte qui est disponible sur le site de Bruxelles Environnement. Cette carte, elle n'est pas claire du tout non plus, je suis d'accord avec vous. Donc là aussi, il y a du travail à faire. S'il y a une modification, elle interviendra dans le futur code forestier qui devrait être voté vers 2023. Donc on ne sait pas exactement quand. Mais pour l'instant, il y a des groupes de travail qui sont mis en place par le ministre de l'Environnement. On a un souhait du côté du ministre du Bien-être animal de réaliser aussi des groupes de travail pour peut-être arriver avec d'autres propositions et alors de mettre tout ça en débat. Mais donc le débat, il est vivant, il ne faut pas partir perdant. Je pense qu'il faut de la nuance et de l'équilibre. Il y a peut-être des excès d'un côté, mais il ne faut pas arriver à un excès de l'autre. Mais sachez en tout cas qu'il faut continuer à mettre, je pense, un petit peu la pression sur ce sujet, si ça vous intéresse en tout cas, pour pouvoir faire en sorte qu'il soit débattu ici et qu'on puisse avoir des réflexions pertinentes pour essayer de trouver une solution par rapport à ça, puisque j'ai aussi reçu des questions de personnes qui me disaient écoutez, comment est-ce qu'on peut sanctionner plus les personnes qui lâchent leurs chiens alors que c'est interdit? Et oui, c'est aussi un problème. On peut tout à fait comprendre qu'il faut des espaces chiens en liberté, mais on peut aussi comprendre qu'en dehors de ces espaces, il faut garder les chiens en laisse. Alors malheureusement, on ne peut pas mettre un policier à chaque coin de rue pour surveiller chaque crotte de chien ou chaque chien qui n'est pas en laisse. Ça, c'est pas possible. Et donc, raison pour laquelle je crois qu'il faut investir dans la prévention, la sensibilisation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le ministre Claire Failly a subsidié l'ASBL Godog l'année passée pour pouvoir être présent en forêt de soigne et aller à la rencontre des propriétaires. Mais je ne vais pas parler trop longtemps, je vais vous laisser la parole. Donc voilà, n'hésitez pas à lever la main et puis je vais distribuer la parole. Je vais commencer par monsieur en bleu là-bas. Oui, voilà, je voulais rebondir tout de suite sur ce que vous venez de dire parce que donc moi je suis vétérinaire et on est souvent confronté aux questions de nos clients par rapport au manque voire l'absence d'espace où les chiens sont
puissent être en liberté, mais aussi en sécurité en région bruxelloise. J'ai d'ailleurs été confronté moi-même aussi en tant que propriétaire de chiens. Et quand on parle d'espace de liberté, il me semble qu'on devrait réfléchir à la possibilité d'avoir des espaces qui soient entièrement dédiés aux chiens, et donc où les propriétaires de chiens ne seraient pas obligés de se mélanger avec le reste de la population qui ne serait peut-être pas forcément toujours très ouvert à la présence de chiens. Et j'ai vu ça dans d'autres pays. J'ai fréquenté ce qu'on appelle vraiment, qu'on pourrait traduire comme étant des parcs à chiens, et qui seraient des endroits vraiment sécurisés, c'est-à-dire clôturés, et a priori qui ne sont fréquentés que par des propriétaires de chiens. Donc les propriétaires de chiens seraient entre eux, les chiens seraient entre eux, et dans un espace totalement sécurisé, avec pas de risque qu'un chien s'échappe et aille se faire écraser. J'ai pas connaissance de l'existence de ce genre d'endroits en région bruxelloise. En tout cas, s'il y en a, ils sont peu nombreux et mal connus. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment une piste de réflexion intéressante. Il faudrait ce genre d'endroits-là, et je vois pas pourquoi ce serait pas possible de les mettre en place. Voilà. Merci. Je ne sais pas si un de nos intervenants veut réagir par rapport à ça, ou sinon on prend quelques questions peut-être et on peut réagir de manière plus globale. Je vous en prie. Ben, moi, ma réaction, elle est contraire justement parce que je trouve qu'il y a une forte politique anti-chien, parfois de la part du citoyen. Et à partir du moment où on séparerait les maîtres de chiens, leurs chiens dans un parc à chiens et puis tous les autres ailleurs, il n'y a plus d'interaction possible et il n'y a pas non plus d'interaction positive. Et en fait, ce que moi j'aime bien faire, c'est quand je promène le chien, s'il y a des gamins qui ont peur, leur expliquer comment venir vers le chien, tout ça, pour rendre le chien accessible à tout le monde et pas se séparer autant, parce qu'alors on va être les chiens uniquement là et puis vous serez toujours très malvenus ailleurs avec votre chien. Et l'idée, c'est vraiment que le chien, pour moi, soit le bienvenu partout. Ou alors, s'il y a des espaces comme ça, mais alors vraiment très très grands, parce que moi, mon chien, en 4 minutes, il a fait le tour de tous les parcs à chiens et il s'ennuie en fait. Je comprends tout à fait votre argument, mais je pense, bonjour, on se connaît. Je comprends tout à fait votre argument, mais je pense que ça ne veut pas dire, parce qu'on crée des espaces comme ça ne veut pas dire que les chiens ne seraient pas bienvenus ailleurs. Et bien sûr, on pourrait continuer à avoir un mélange. Effectivement, il faudrait des grands espaces, je suis tout à fait d'accord. Il y a des endroits où il y a de la place. Continuer à passer la parole, et les discussions pourront continuer après aussi. Je propose peut-être, je vois beaucoup de mains levées, c'est qu'on reste sur ce sujet-là, et puis on pourrait passer à d'autres sujets. Déborah ici en dessous, et puis on va remonter par là. Oui, voilà, bonsoir. Je suis Déborah Lorenzino, je suis échevine du bien-être animal à Scarbeck. Et donc, évidemment, le débat m'intéresse particulièrement. Je comprends, madame, ce que vous dites, mais donc, on est soumis, en fait, à une réglementation, qui est le règlement général de police, en fait, qui est commun aux 19 communes et qui interdit, en fait, tout simplement aux chiens d'être en liberté en dehors des zones spécifiquement dédiées à cet effet. Alors la question du développement de ces zones, elle est très intéressante, et donc Jonathan, tu as soulevé la question de la protection de la nature. Il y a un autre gros problème en région bruxelloise qui freine fortement le développement de ces aires de liberté, ce sont les espaces classés. Une très grande majorité des parcs et des espaces verts bruxellois qui sont en capacité d'accueillir des aires de liberté d'une superficie importante se trouvent dans ces espaces classés, et là on se heurte vraiment à la rigidité de la Commission royale des monuments et sites, qui a un petit peu du mal à évoluer avec son temps, et qui a une vision assez restrictive et très très conservatrice des espaces. Donc moi, à Scarbeck, en ce moment, je me bats pour maintenir en fait notre aire de liberté, qui est la plus grande sur le territoire, qui n'est pas en fait super grande. Je crois elle fait 300-400 mètres carrés, mais sur une commune aussi dense que la mienne. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est mon plus grand espace vert dans ma commune, qui fait 8 km² pour 135 000 habitants, donc c'est très petit à l'échelle par exemple de la forêt de Soigne, mais c'est en fait le plus grand espace que j'ai à disposition dans ma commune, et même là, la CRMS voudrait priver les Scarbecquois de cette aire de liberté. Donc je plaide ici pour que nos parlementaires qui sont dans la salle, et aussi
le cabinet du ministre Claire Failly puisse voilà, trouver une solution avec le ministre en charge de l'urbanisme et Urban et la CRMS pour qu'on puisse voilà, trouver une solution à cette problématique qui empêche vraiment le développement de ces aires de liberté. Merci Déborah. Donc pour un point de vue plus local, Monsieur Devant, vous aviez une réflexion ? Oui, bonjour. Effectivement, je rejoins un petit peu les points qui ont été abordés juste avant moi. Un parc à chiens, pourquoi pas, mais je ne pense pas que ça devrait devenir la norme. Nous sommes à Watermal-Boisfort, nous avons introduit depuis un certain temps un projet de partage d'espace et parfois certains espaces permettent justement une grande sécurité puisque des intérieurs d'îlots qui sont complètement clôturés permettent d'y avoir différents publics. Et je pense que pour rejoindre le point de la dernière intervenante, des changements au niveau, au niveau légal seraient vraiment très appréciés. Pourquoi ne pas partager les espaces 1 heure ou 2 par jour, une fois le matin, une fois l'après-midi, une fois le soir, enfin peu importe. Des espaces peuvent être partagés dès lors que les aspects sécuritaires sont comblés. Voilà, merci. Merci. Donc la question des horaires, Madame, et puis alors ce sera Monsieur. Il y a beaucoup de candidats. Bonjour, je suis responsable de la cellule du bien-être animal à la commune d'Ixelles, donc je connais pas mal d'intervenants ici. Moi, je voudrais connaître l'agenda du ministre Claire Failly et Marron pour, enfin plus ou moins l'agenda, pour un travail régional en collaboration avec les communes. Nous sommes actuellement plusieurs communes à faire partie d'un groupe de travail chez Bruxelles Environnement, vous devez être au courant, où on est en train de plancher sur un règlement, on essaiera commun, régional, pour le bien-être des chiens dans les espaces, entre autres dans les espaces de liberté canins. Je pense qu'il y a plusieurs communes, dont la mienne, qui ont fait voter une motion au conseil communaux pour organiser ce qu'on appelle les assises du chien en ville. Donc voilà, je voudrais savoir surtout où est-ce qu'on en est au niveau régional. Je sais que les compétences sont divisées entre M. Marron et M. Claire Failly, ce qui ne facilite pas les choses. Voilà, moi on me dit que M. Claire Failly est prêt quand M. Marron sera prêt, et inversement. Donc je voulais un petit peu qu'on nous éclaire par rapport à ça. Et je voulais juste dire par rapport aux espaces partagés ou pas, que je pense que les espaces partagés sont une meilleure idée que des espaces dédiés uniquement aux chiens, puisque l'idée, comme nos deux oratrices l'ont dit, c'est que tout le monde se sente bien dans un espace partagé. Voilà. Et concernant la situation XL, on a actuellement un seul espace de liberté canin, qui est le Bois des Commères, qui est du côté de la gare de Boundal, qui fonctionne bien. On voudrait en ouvrir d'autres avec les contraintes qu'on connaît, mais on n'a pas beaucoup de grands espaces non plus. On est une commune qui n'a pas des parcs énormes à part les parcs régionaux, la Veille de la Cambre, les espaces classés pour rejoindre Déborah, les étangs d'Ixelles. Donc tout ça complique un petit peu le travail des communes. Et surtout les réglementations différentes aussi au niveau des gardiens de parc. Il y a les gardiens communaux, il y a les gardiens de Bruxelles Environnement. Donc en tout cas, on comprend que la situation n'est pas si simple que ça et qu'il ne suffit pas de dire effectivement il faut augmenter le nombre d'espaces chiens en liberté. Alors pour répondre rapidement, moi je ne suis pas dans les petits papiers des ministres évidemment, c'est bien la responsabilité du ministre de l'Environnement de gérer les parcs. Et donc à un moment donné, au niveau du bien-être animal, on peut dire oui, il faut avancer sur un plan espace chiens en liberté pour le bien-être animal des chiens, mais si derrière l'urbanisme, l'environnement ne veulent pas en discuter, c'est très compliqué. Alors je sais que là, au niveau de Bruxelles Environnement, ils en ont discuté, vous faites partie du fameux groupe de travail qui, je ne sais pas où il en est exactement, s'il est clôturé ou s'il est en cours. En tout cas, il y a une volonté du côté du bien-être animal d'avancer également pour avoir des réflexions et proposer peut-être aussi d'autres idées, d'autres solutions. Ceci étant, on ne peut pas faire le travail 2 fois, pas faire le même travail, et donc il y a une réflexion qui doit se mener à ce niveau-là. On peut continuer tout à l'heure si vous voulez la discussion. Je passe la parole à monsieur. Merci. Oui, je voudrais simplement prendre
faire appui à ce qui est dit à propos de l'intervention au niveau régional ou d'une coordination, étant donné la contradiction qu'on constate dans des communes comme Etterbeek et Ixelles. Etterbeek avait un splendide espace réservé pour les chiens dans lequel la commune a investi beaucoup, et certains sont parvenus à le faire fermer définitivement pour des raisons soi-disant de bruit. Et quant à Ixelles, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'espace pour en mettre, mais quand on parle du bois des commères, on constate qu'il y a beaucoup de choses qui ont été désinvesties dans le bois des commères. Il y avait des équipements pour les entraînements pour chiens, etc. Tout ça a disparu. Alors, il serait quand même peut-être intéressant qu'il y ait une certaine coordination ou qu'il y ait, je dirais, une autorité au-dessus qui puisse coordonner mettre en place un véritable plan chien les politiques des communes au niveau bruxellois. Donc c'est effectivement, je pense, une remarque tout à fait pertinente. Pour le moment, peut-être passer la j'en parle comme utilisateur, moi. Ouais. Rien d'autre. Je fais le tour dans ce sens-là. Et essayez d'être bien concis parce que, Madame derrière. Moi, je voulais juste rebondir justement sur le bois des commères. J'étais dimanche avec un petit chien que ma sœur vient d'adopter et c'était le seul endroit où on pouvait le lâcher sans laisse parce qu'il n'est pas encore éduqué. Et donc là aussi, on a un problème de diversité de comportement avec des gens qui vont là, qui lâchent leur grand chien sans aucune surveillance au téléphone. Et donc le grand chien déboule sur le petit chien qui quitte à le mettre en morceaux. Et donc le parc à chiens, Dr Brolich, c'est pas non plus la solution. C'est pas non plus la solution. S'il n'y a pas de surveillance, ça peut être un peu n'importe quoi. Et donc alors il faudrait faire des parcs à chiens pour chiens bien éduqués, petits chiens, et pour les autres. Et puis ce dimanche aussi, il y avait 2 policiers qui disaient à tout le monde de mettre la laisse aux chiens dans le bois des commères. Donc c'était un petit peu confus. D'accord. Voilà. Monsieur, juste derrière. Là-bas, pardon. Pour répondre un peu à madame et à monsieur, la dame qui a parlé de la commune d'Ixelles, je ne sais pas si c'est toujours en vigueur à l'heure actuelle, mais à Uccle, il y avait la propriété Bruckmann, une partie a été construite, l'autre est restée en parc, en petit bois, c'est quand même plus grand qu'un parc. Et il y a quelques années, il y avait une fourchette d'heures où on pouvait aller avec les chiens et les lâcher. On n'était pas tenu de... Et je dois dire que moi, je l'ai vécu avec une femelle labrador. Eh bien, les chiens qui ne sont pas tenus en laisse pendant un certain temps, c'est un petit peu comme les enfants, ils sont dans une plaine de jeu, ils courent, et j'ai trouvé l'agressivité moins forte de certains chiens, voire pas du tout. C'était plutôt joué. Maintenant, je ne sais pas si la commune d'Uccle l'a poursuivi. Je n'habite plus la commune depuis quelques années. S'ils ont poursuivi cette expérience ou si c'est supprimé, mais je trouvais ça pas mal du tout. Merci. Alors, on va passer ici devant madame et puis monsieur derrière. Je réponds à monsieur. Au parc Bruckmann, il y a en effet des horaires. Le matin et le soir, on peut promener les chiens en liberté. On m'entend ? Oui. Je reprends une autre réflexion. Je suis donc éducatrice et comportementaliste canin. Je promène tous les jours une dizaine de chiens en forêt de Soigne. Je constate différents points. Il y a en effet plusieurs solutions. On peut partager l'espace avec des horaires. On peut partager l'espace avec des sentiers dédiés ou des zones clôturées. Les problèmes que je rencontre en forêt, c'est la cohabitation avec les cyclistes, les joggeurs, les enfants, la faune. Pour moi, ce sont les 4 points conflictuels. Je veux aussi remarquer, et je reprends ce que vous aviez dit, il y a des chiens qu'on adopte en refuge, qui doivent reprendre une éducation et un comportement, et des zones clôturées à ce moment-là pour ce genre de chiens qui doivent refaire un apprentissage sont intéressantes. Il y a un laps de temps avant qu'ils soient complètement maîtrisés et éduqués.
Donc, je pense qu'il faut garder ce genre d'espace, comme il faut garder les espaces plus ouverts où il y a une cohabitation avec des chiens éduqués depuis toujours et complètement sous contrôle. Donc, c'était voilà ce que Merci je voulais pour ce vous point de dire. vue. Alors, monsieur derrière. Oui, bonjour. Je voulais dire, en fait, surtout quand on parle d'espace en liberté, de chiens en liberté, il faut voir de quoi on parle. Parce que, en fait, comme la docteure Bédel a indiqué, les chiens ont un vrai besoin éthologique, naturel, d'exploration. Ils ont besoin d'explorer des environnements riches, d'explorer des endroits avec des nouvelles odeurs, hein, donc de pouvoir vraiment voir, comme nous on regarde Netflix à la télé, on regarde des nouvelles séries, eux ils ont besoin de sentir des nouvelles odeurs et donc de ne pas faire le tour du même jardin ou du même espace en terre battue qui fait 10 mètres sur 10 mètres où il n'y a rien de change. Ça c'est comme regarder le même épisode de Derrick en boucle, au bout d'un moment ça va plus, ça nous apporte plus de la satisfaction que ça devrait nous apporter. Et donc il y a à ce propos-là une très belle étude qui a été faite, qui est accessible sur le site dogfieldstudy.com, qui montre que la laisse de 2 mètres ne permet pas cette exploration. Et donc, autant les petits espaces de liberté clôturés avec juste de la terre, les chiens peuvent jouer là-dedans, c'est très bien, mais ça ne remplit pas leurs besoins d'exploration, et la laisse de 2 mètres non plus. Donc, il faut réfléchir à des alternatives, et il y en a qui soient autres que simplement ces petits espaces clôturés type bois des commères, par exemple, ou les espaces encore plus petits, ou d'avoir simplement comme autre alternative de devoir tenir le chien en laisse de 2 mètres. On doit pouvoir avoir des endroits où les chiens peuvent explorer de manière plus large pour pouvoir remplir leurs besoins, parce que s'ils ne peuvent pas remplir leurs besoins, on a des problèmes de comportement. Si on a des problèmes de comportement, on a des problèmes de cohabitation et on a aussi les abandons. Et donc, à ce moment-là, on se mord la queue. On a Bruxelles Environnement qui nous disent qu'ils veulent lutter contre l'abandon en faisant une belle campagne de pub, et en même temps, ils attaquent tous les espaces dans lesquels les chiens peuvent remplir ces besoins d'exploration, et du coup, sèment en fait les graines qui vont pousser à des problèmes de comportement. Donc, on a effectivement des exemples comme au Wolvendal, par exemple, où on a des espaces qui peuvent être partagés et qui permettent qu'à certaines heures, les gens qui n'ont pas envie de rencontrer des chiens libres peuvent y aller. S'ils ont peur des chiens, il n'y a pas de problème, ils peuvent profiter du parc à ce moment-là. Mais à telle et telle heure, les gens savent que s'ils vont à telle et telle heure, ils vont rencontrer des chiens libres. Parce que c'est évident que c'est très difficile en région bruxelloise d'avoir des espaces suffisamment grands pour que les chiens explorent et de les réserver uniquement absolument aux chiens et que les autres publics ne puissent pas y avoir accès. Ça, c'est vrai que là, on a une illusion, on arrivera difficilement à avoir ça. Mais voilà, donc vraiment le point sur lequel je voulais vraiment insister, c'est vraiment de réfléchir à de quoi on parle quand on parle d'espace de liberté. Parce qu'il y a ces deux besoins qui sont des besoins tout à fait différents, socialisation et exploration. Voilà. Merci. Et c'est vrai que la question de la définition effectivement d'un espace liberté pour chiens est effectivement primordiale. Alors avant peut-être de repasser la parole à mes experts du jour pour pouvoir réagir, on va repartir à ma droite. Voilà, donc vous êtes 3, monsieur et puis madame, et puis derrière. Oui. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Très rapidement, les espaces chiens, je ne viens pas de Bruxelles, hein, donc les espaces chiens en Wallonie, il y en a de plus en plus dans différentes villes, et c'est un succès. Et bon, je félicite monsieur le vétérinaire qui était là de ce qu'il a dit. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que justement, les espaces chiens, ça permet aux gens qui n'ont même pas de chiens, mais qui n'ont pas peur des chiens, d'aussi y aller. Donc il n'y a pas cette frontière, etc., ou qu'on pourrait dire ségrégation entre les uns et les autres, à condition que ces espaces chiens soient équipés de jeux, des espèces de balançoires, enfin un peu comme on peut appeler ça de l'agility, quoi. Ça c'est une chose. Et les problèmes qu'il y en a deux, c'est souvent des braves dames avec des très petits chiens qui viennent se plaindre parce qu'elles se sentent agressées, parce qu'un grand chien s'est précipité sur le leur.
Mais en fait, ce n'est pas le grand chien qui est méchant, ce n'est pas le petit chien, parce que le petit chien, il s'en fout, il ne se rend pas compte de la différence de taille. C'est la peur de la maîtresse, en général, qui prend son chihuahua ou son bichon en main et qui le soulève parce qu'un grand chien se précipite dessus. Le chien se précipite en général simplement pour dire bonjour, mais elle a peur. Et ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, qui est plus vétérinaire, je dirais, c'est qu'il y a quand même déjà eu des maladies qui se sont transmises d'un chien à l'autre, qui sont des maladies fortes, parfois très graves. Voilà, sur ce sujet-là, c'est simplement l'expérience de la Wallonie. Merci. Alors, madame, peut-être? Bonjour, je m'appelle Karine Acoche. Certains me connaissent ici. Je suis usagère privée en forêt de soigne, mais aussi professionnelle depuis plus de 13 ans. Donc j'ai connu la forêt de soigne et beaucoup d'espaces qui ont été ou qui étaient ouverts et qui le sont pour certains toujours aux chiens maîtrisés sans laisse, dans une ambiance assez conviviale qui, il faut le dire, après Covid a changé. Parce qu'il faut quand même le souligner, parce que cette période-là a été quand même assez charnière par rapport au débat justement de la forêt de soigne. Et donc maintenant, je pense qu'on a fait un peu le tour par rapport à ce débat-là, mais donc on a créé un groupe qui s'appelle Responsible Dogs Forêt de Soigne sur Facebook pour justement reprendre un petit peu les idées de tous les citoyens et de pouvoir justement aussi plébisciter une pétition qui est une seconde pétition. C'est une pétition sur la plateforme citoyenne bruxelloise. Donc, ce sont les citoyens bruxellois qui peuvent justement donner leur voix. À l'issue de cette pétition, à bout de 1000 signatures, on va pouvoir justement transmettre toutes ces idées au Parlement bruxellois. Alors, il y a eu des couacs et des bugs apparemment sur cette pétition. J'en ai fait part justement à certains intervenants ici. Et j'ai demandé de l'aide. J'ai l'impression que ça avance parce que ça a bloqué cette pétition. Et nous aurions besoin d'ambassadeurs comme Christophe qui a justement parlé tout à l'heure et qui connaît bien la question. Il y en a beaucoup qui connaissent bien la question ici pour justement transmettre cette pétition pour qu'on parvienne à ce qu'on nous entende. Oui, donc effectivement, une pétition citoyenne, à partir de 1000 signatures, la commission ad hoc doit vous recevoir ici au Parlement. Et donc ici, c'est la commission du bien-être animal ou de l'environnement qui serait responsable de recevoir les citoyens qui ont introduit cette pétition. Alors, madame derrière, peut-être, et ensuite je repasse la parole à nos intervenants. Oui, bonsoir. Moi, je m'appelle Louise, je suis responsable de Canicross Brussels, qui est une ASBL qui donc propose des activités de canicross en région bruxelloise, mais pas que. On fait aussi d'autres activités qui sont toutes chiens attachés. Et donc, je trouvais intéressant d'être là ce soir parce qu'en fait, je me rends compte qu'on propose quelque chose qui est quelque part un terrain commun entre le besoin de fournir des activités qui correspondent à du bien-être pour le chien. Donc dans notre cas, c'est notamment la course, les sports de flair et ce genre de choses-là. Et le besoin de cohabiter finalement dans un territoire qui n'est pas très très grand, avec des espaces verts réduits et beaucoup d'usagers qui veulent en profiter. Et donc voilà, je trouve que tant au niveau communal que régional, il pourrait être intéressant d'avoir aussi un peu plus de soutien pour se faire connaître, pour faire connaître nos activités, peut-être aussi pour faire en sorte qu'il y ait plus de clubs dans notre style qui se développent et de drainer en fait un certain nombre de personnes et donc de chiens qui ont ce besoin d'activité et pas juste d'avoir, comme vous l'aviez très bien dit en face, un endroit clôturé en terre battue où il n'y a rien à renifler, etc. Mais notamment aussi des activités qui correspondent à leurs besoins primaires. Et donc voilà, on est plusieurs présents du club ce soir et je pense que ça nous tenait à cœur de venir vous dire que il n'y a pas que le fait de lâcher son chien, il y a aussi le fait de lui proposer des activités et je pense qu'il faudrait soutenir un peu plus d'initiatives qui vont dans ce sens-là. Merci, donc encore des pistes de solutions. Alors, le temps passe très vite et comme il y a un petit sandwich et un verre qui nous attend, je vais encore passer la parole à madame et puis repasser la parole à nos intervenants et je conclurai alors ensuite. Oui, voilà. Moi, pour mon expérience, qui est quand même un peu longue, j'ai constaté beaucoup moins d'agressions, sinon pas du tout, venant des chiens libres plutôt que les chiens en laisse. Un chien qui est en laisse n'est pas à l'aise
et peut donc plus facilement être agressif. Ça, c'est une chose. Quand on a des grands parcs comme Brugman et Wolvendal, c'est très bien. Mais moi, il y a une chose qui me perturbe, et comme je ne fais pas partie de la vie politique, je n'ai aucune connaissance à ce sujet. D'où vient cette pression? Quel groupe politique est à l'origine de cette pression contre le chien? Quel groupe social? Je ne sais pas. Que se passe-t-il? Parce que décidément, on veut réduire le chien à quoi? À 1 mètre carré? Alors, je ne crois pas qu'on puisse accuser un groupe politique d'être contre les chiens. Il ne s'agit pas d'accuser, il s'agit de connaître la genèse. Oui, tout à fait. C'est une question de connaissance, d'intelligence, d'entendement. Maintenant, voilà, c'est plutôt au niveau du ministre. J'ai un QI raisonnable. Donc, le ministre de l'Environnement... J'ai fait des études, j'ai des diplômes, je peux comprendre. Oui, je vous entends, mais... Voilà. Voilà, je vais vous répondre. Et donc, je voulais que c'est le ministre de l'Environnement qui a mis ce débat sur la table aujourd'hui, voilà, qui est écolo. Oui, mais ça fait depuis quelque temps, là, que... C'est juste, oui, voilà, c'est assez récent, hein. Parce qu'en de cette législature. Moi, j'entendais pas tout ça, et puis maintenant, on ne peut pas aller là, on ne peut pas aller là. Quoi? Qu'est-ce? Je suis désolé, mais en fait, comme le temps passe, on va pouvoir continuer les réflexions autour d'un verre, mais je vais repasser la parole à nos intervenants et intervenantes de la soirée pour un dernier petit mot éventuellement. Merci. Alors, il y a plusieurs points sur lesquels on avait envie de réagir. Je vais faire un petit peu plic-ploc par rapport à toutes les questions qui ont été posées. Donc, pour répondre à la question des espaces clôturés ou non, bien sûr qu'ils existent à Bruxelles. Il y en a plusieurs, parfois des plus petits, parfois des plus grands. Si vous voulez un listing de ces espaces-là, ils sont disponibles sur notre site internet. Je ne veux pas faire de la pub, on a une SBL, on n'a rien à gagner, mais godog.be, vous allez voir les espaces pour les chiens qui sont référencés là-dessus. Et alors, notre avis par rapport aux espaces clôturés, on en a discuté, est-ce qu'il faut pas en liberté, clôturés, etc. On pense qu'ils sont complémentaires, donc il faut des deux. Il faut effectivement des espaces clôturés pour certains chiens et des espaces non clôturés pour d'autres chiens. Pour revenir sur le plan chien régional, il faut savoir que donc on a évoqué en tout cas le groupe de travail qui a été initié par Monsieur Marron, le ministre de l'Environnement. Donc, la conclusion, si je la tiens en une ligne de ce groupe de travail, c'est qu'il faut la création d'un plan chien régional. Donc, on est dans le bon. J'ai pas envie de relever les clichés sur la vieille femme qui a peur avec des petits chiens, mais ça nous invite quand même à se poser la question de la cohabitation, même entre chiens, et que les besoins des chiens sont assez différents. Et que dans le code de bonne conduite qu'on propose, on se dit à partir du moment où il y a un chien qui est en laisse, on invite l'autre chien à être tenu en laisse aussi, juste au moment du croisement, pour permettre une bonne cohabitation, qu'on comprenne les raisons ou non que l'autre chien soit tenu en laisse. En fait, c'est parce qu'on l'a évoqué tantôt, il y a beaucoup de chiens à Bruxelles, ça nous fait pas mal de chiens au kilomètre carré, et donc on n'a pas le choix que de trouver des solutions pour une meilleure cohabitation. Donc voilà, on vous invite à relire les codes de bonne conduite pour que cette cohabitation puisse se faire au mieux. Docteur Bedet, peut-être pour un petit mot. Moi, je voulais surtout insister sur l'éducation et l'apprentissage d'une espèce différente. C'est surtout ça. Je pense qu'à partir du moment où on accueille un chien, je l'ai souligné, c'est une question de temps et c'est aussi une question de se dire que ce chien, il a aussi besoin d'un temps d'adaptation, que vous avez besoin d'un temps d'adaptation, et que, évidemment, l'éducation, quand je parle éducation de l'humain, à ouvrir son esprit à d'autres espèces et comprendre comment ça fonctionne, comment il fonctionne, eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qui se régleraient. Alors, je voudrais répondre au niveau de la laisse. Le chien est tout à fait capable de comprendre qu'à deux, on est plus fort que tout seul. Hein, ça s'appelle la coalition. Et donc, justement, cette laisse permet au chien de se dire, s'il n'est pas très sûr de lui, en effet, on va aller au combat face à l'autre chien qui est tenu en laisse et qui se dit exactement la même chose. Donc, c'est comme ça qu'on a des escalades parfois dans les promenades de chiens. Mais je pense que vraiment, c'est l'information, l'éducation qui va vraiment être à la base du problème et pour régler le problème, à la base des solutions, quoi. Merci. Monsieur Adam, je ne sais pas si vous voulez dire un dernier petit mot.
Je partage entièrement ce que vient de dire le docteur Bédet. Je crois que c'est l'éducation du public, l'éducation des maîtres qui est importante. C'est tout ce que j'avais à dire. Eh bien voilà, je pense que ça conclura un petit peu. Je suis désolé. Allez, allez-y, une petite phrase. Je voudrais juste dire que j'espère que cette discussion, enfin ici, plus large qui aura lieu, ne va pas aboutir à réduire les espaces qu'il y a aujourd'hui, les espaces de liberté, comme par exemple dans le parc de la Olu, dont je profite tous les jours. Voilà. J'espère qu'on ne va pas se retrouver avec un coin fermé dans ce parc. Je pense qu'on est beaucoup à espérer ça ce soir. Oui. Je vous remercie. Voilà. Moi, je ne vais pas être très très long et je voudrais simplement dire pour conclure que je n'ai pas envie de conclure parce que je pense que la discussion elle est ouverte et qu'il faut qu'on continue les débats. Je vous remercie pour toutes ces réflexions qui permettent de nourrir le débat parlementaire par la suite. Alors, je vous avoue qu'il y a une grande partie des réflexions qu'on avait déjà eues, mais bon, ça nous permet aussi d'arriver avec des arguments supplémentaires. Peut-être vous dire que le colloque ici sera disponible sur YouTube. Et donc, s'il y a des personnes de votre entourage qui n'ont pas pu le voir, il y aura la possibilité de le retrouver. Je vous enverrai le lien par email. Et peut-être vous dire aussi également qu'on organise un autre colloque sur un tout autre sujet le mercredi 19 octobre sur la question des certificats PEB. Est-ce que c'est une vraie ou une fausse bonne idée? C'est un petit peu d'actualité aussi, donc n'hésitez pas à aller voir sur nos réseaux sociaux pour vous inscrire et nous se retrouver ici d'ici une semaine.